Bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce webinaire. On est très content euh, d'avoir autant de monde avec nous, avec la première brique. C'est un événement important pour nous parce que on célèbre avec vous pas mal de choses. On avait envie de célébrer cette rentrée avec vous, on avait envie de célébrer euh, le montant de collecte qu'on a atteint et on vous retrouvera bientôt pour un nouveau succès parce qu'on va bientôt passer la barre des 100 millions d'euros de collecte, mais ça on y reviendra. On voulait célébrer avec vous l'agrément PSFP qu'on a obtenu il y a quelques mois déjà et qui nous a donné pas mal de travail sur les derniers mois pour un résultat qui, on l'espère, va vous plaire. Euh, en préambule, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions en direct via la petite bulle questions et réponses que vous devez avoir normalement et qui vous permet de poser des questions à toute l'équipe Relations Investisseurs qu'on salue. Donc on a Ophélie, Jeanne et Alexiane qui sont avec nous et qui font un travail formidable pour vous répondre. Donc n'hésitez pas à leur poser des questions. Donc Thomas, Hugo, on est cofondateurs de La Première Brique. La Première Brique, c'est une société qui a un objectif depuis fin 2018, qui est de démocratiser l'investissement immobilier. Euh, Démocratiser l'investissement immobilier, pourquoi? Parce qu'on est convaincu qu'on a la possibilité aujourd'hui dans notre monde, avec le digital, avec tout ce qui existe, de permettre à tout à chacun d'aller chercher des taux de rendement qui sont importants et sans aucun frais. Et on l'a prouvé sur ces 5 dernières années. Nos chiffres sont là pour le montrer. On reviendra sur ces chiffres. Euh, Cet objectif, on cherche à l'atteindre tous les jours pour avoir votre confiance, parce que votre confiance, c'est ce qu'on a de plus important. Et on se bat pour l'atteindre avec trois valeurs essentielles que vous retrouverez sur notre plateforme, que vous retrouvez, on l'espère, tous les jours dans notre communication, qui sont la performance, l'accessibilité et la transparence. On va revenir, ce sera un petit peu le fil rouge de cette présentation, on va revenir là-dessus. Euh, Cette présentation, elle va être assez courte. On s'est donné une grosse demi-heure. L'idée, c'est pas de vous assommer d'informations, c'est de vous communiquer les grandes updates de cette rentrée et je dirais les sujets qui nous préoccupent tous, que sont notamment le contexte actuel, contexte dont on est conscient. Voilà. On va faire un petit arrêt sur nos chiffres. Aujourd'hui, la première brique, c'est 34 000 personnes. C'est une vraie fierté pour nous. On devait être un peu moins de 200 à la fin de la première année, fin 2019. Aujourd'hui, on est 34 516. C'est juste énorme. Donc, merci à tous. Si aujourd'hui on en est là, c'est grâce à vous. Si on a réussi à collecter 95 millions d'euros sur des projets à taille humaine pour aider des porteurs de projets qui sont des personnes, dans la plupart des cas, comme vous et moi, comme vous et nous, en fait, c'est vraiment grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Et merci aux 14 personnes qui composent l'équipe et qui nous ont aussi permis d'en arriver là et qui se battent tous les jours vous, pour démocratiser l'investissement immobilier et puis pour honorer la confiance que vous nous avez donnée. Et zéro projet de défaut, finalement, c'est encore le résultat le plus parlant. Si on en est là, c'est aussi beaucoup pour ça. Voilà pour nos grands chiffres. On en est très fiers. Néanmoins, tout n'est pas rose. Il y a un contexte qui est un petit peu compliqué. On a des beaux défis à aller chercher. Et c'est un point sur lequel on a envie de s'arrêter avec vous. Donc, un objectif inchangé, démocratiser l'investissement immobilier, de nouveaux défis. On va en avoir deux essentiellement de défis. Le premier, c'est le contexte actuel. Et sur ces sujets-là, je vais laisser Thomas prendre la parole. L'idée, c'est effectivement, comme vous le savez, parce que vous vous intéressez à l'investissement, vous vous intéressez à l'immobilier, que ce soit à travers la première brique, à travers d'autres supports d'investissement et d'autres médias, bien sûr. Vous savez que l'immobilier, en ce moment, connaît une période assez chahutée. On a une analyse qui est assez pragmatique chez nous, qui sommes en fait au cœur de cette analyse immobilière, au cœur des projets, au cœur des tendances de marché. C'est qu'en fait, oui, on est dans une crise immobilière, mais ce n'est pas non plus la grande crise, la dégringolade que beaucoup ont annoncé ou que beaucoup continuent à annoncer. En tout cas, c'est pas du tout notre vision du marché. C'est d'ailleurs pour ça qu'on continue à proposer de nombreux projets, qu'on continue à avoir de nombreuses opérations qui se remboursent. On a eu une augmentation de la durée
moyenne de réalisation d'opération. C'est normal, parce qu'en fait, les cycles de production en immobilier se sont naturellement rallongés à cause des rouages, on va dire, bancaires, et du fait que ça soit un petit peu grippé en ce moment au niveau des financements, et donc des achats en fait par les sous-acquéreurs, des marchands de biens ou des promoteurs immobiliers que l'on accompagne. Donc on a une durée d'opération qui s'est naturellement un petit peu rallongée, on reste quand même sur des projets très courts. Encore une fois, c'est partie de notre ADN chez La Première Brique, des projets avec un taux de rendement important, des opérations qui sont courtes. En fait, on essaye au maximum d'embarquer nos investisseurs sur des projets avec un horizon très court. Parfois, sur la promotion, forcément, il faut aller sur du 2 ans, c'est normal, encore une fois, c'est lié au projet. Le contexte de marché aujourd'hui, en fait, c'est un contexte de risque, mais aussi d'opportunité. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on le voit, et c'est comme ça que beaucoup de nos porteurs de projets le voient. Un contexte de risque, parce qu'en fait, les taux d'intérêt ont augmenté, vous le savez très bien, et donc les acquéreurs finaux des lots des projets qu'on va proposer sur la plateforme peuvent avoir une perte de pouvoir d'achat, tout simplement, peuvent rencontrer des difficultés plus ou moins importantes à obtenir des financements bancaires. Et donc, ça peut avoir un impact direct, en fait, sur le prix de vente des lots, et donc sur le chiffre d'affaires de l'opération, et forcément sur la marge. Quand on analyse les projets, on fait en sorte de présenter des scénarios qui nous semblent être réalistes. On analyse toujours les projets sur les scénarios optimistes, réalistes et pessimistes, ce qu'on appelle nous les crash tests en fait, pour voir jusqu'à quel point est-ce qu'on peut dégrader une opération en augmentant par exemple les travaux et les aléas de travaux et en dégradant le chiffre d'affaires, donc le prix de vente, pour toujours avoir une opération qui tourne, hein, et en tout cas une opération qui est suffisamment sécurisée pour notre communauté. Donc en jouant sur le chiffre d'affaires et sur le prix de vente, forcément, on vient tendre les marges. Donc on observe qu'effectivement, il y a des opérations qui réalisent des marges un peu moins importantes que ce qui était estimé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le marchand de biens, entre le moment où il fait son offre et le moment où le projet est se retrouve sur la plateforme à la collecte, parfois il peut y avoir 6 mois, il peut y avoir 1 an. Et donc forcément, le marché a évolué, et donc les prix qui étaient ceux de l'offre il y a 6 mois, il y a 1 an, ne sont plus forcément les bons pour les projections. Donc il y a beaucoup de dossiers qui sont aussi en étude chez nous et qui font l'objet de renégociations de prix auprès des vendeurs. Encore une fois, l'idée c'est de trouver des solutions dans l'opération pour pas abandonner les projets, avant bien sûr qu'ils soient proposés au financement sur la première brique. Nous, on a déjà durci nos critères depuis vraiment plusieurs mois. On les avait déjà durcis au moment de la crise en Ukraine, au moment de l'augmentation et de l'inflation en fait sur les prix des matériaux notamment. Et du coup, l'impact des financements bancaires, ça a été un élément en plus, bien sûr, mais qui a pas révolutionné non plus notre analyse des dossiers parce qu'on avait déjà intégré en fait un environnement très changeant dans le marché immobilier en France. L'idée de notre analyse, en tout cas, c'est de dire qu'il faut aujourd'hui être plus pragmatique, être un peu moins risqué sur des projets, plus proche du marché, plus proche des attentes en fait. Il y a toujours des demandes immobilières, il y a toujours des gens qui ont besoin de se loger, que ce soit en résidence principale, en résidence secondaire ou en investissement. Oui, le volume de transactions a sensiblement diminué, ça c'est indéniable, et c'est pas prêt de redémarrer encore dans les mois à venir, on anticipe encore à peu près 12 mois d'état identique. Mais face à ça, il y a toujours des ventes, et il y a toujours du coup des opérations qui se débouclent. Maintenant, il faut aller encore une fois sur des opérations qui sont le plus simples possible, avec un horizon de risque le plus limité, le plus anticipé de notre côté. C'est le travail de nos analystes, de nos chargés d'affaires en fait, qui vont vraiment rentrer au cœur du projet, au cœur du marché immobilier de l'opération, pour identifier les zones de risque et mettre en face des éléments de réassurance, ou alors, s'il n'y en a pas assez, tout simplement, c'est un dossier qu'on va refuser, et on refuse bien évidemment énormément de dossiers. On ne tient pas de statistiques spécifiques parce que ce n'est pas des stats qui nous intéressent, mais vous vous doutez bien que pour 10 projets financés, on en a vu passer quelques dizaines dans nos analyses et dans nos Excel d'audit. L'idée du marché aujourd'hui, c'est que il faut se concentrer sur des opérations assez simples, sécurisées, faire attention au prix de sortie, faire attention à des opérations où on serait sur des hypothèses hors marché, un peu trop optimistes. Donc nous, face à ça, on vient demander de la précommercialisation, on vient demander des fonds propres, des études de valeur. On a encore une fois en fait un travail encore plus fourni, toujours avec l'objectif de sécuriser les opérations qu'on présente. Et pour l'instant, ça se passe bien, puisqu'en fait, on a même réussi à diminuer le taux de projets qu'on avait en retard. On a eu beaucoup de remboursements d'opérations qui avaient un petit peu traîné. Et c'est normal, encore une fois, on est entre deux cycles, et donc forcément, les opérations qui étaient structurées sur l'ancien cycle et qui se retrouvent sur le marché du nouveau cycle, il y a forcément un moment où ça coince un petit peu. Donc il faut le temps que ces opérations s'évacuent naturellement pour pouvoir repartir sur des opérations qui sont conformes au nouveau marché, entre guillemets. Et là, on rentre vraiment sur un nouveau marché avec des marchands de biens qui achètent à des prix différents, qui revendront à des prix différents aussi, mais en fait, ça a été équilibré à l'entrée. Donc ça, c'est un sujet qu'on n'est plus vraiment un. En somme, le sujet, c'est plutôt les opérations qui, effectivement, étaient de l'ancien monde, on va dire, mais qui s'évacuent naturellement avec parfois un besoin de temps supplémentaire.
Mais ça, c'est notre suivi, c'est notre travail aussi de suivre les opérations, d'accompagner encore plus les opérateurs qui ont des projets en retard. L'idée, c'est pas juste d'appliquer des PT de retard, c'est vraiment d'être aussi à leur côté, trouver des solutions, réfléchir avec eux sur la meilleure stratégie pour déboucler l'opération au plus vite, rembourser les investisseurs et que l'opérateur puisse repartir sur des nouveaux projets, encore une fois, alignés avec le nouveau marché. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans 99% des cas, l'intérêt du porteur de projet coïncide avec l'intérêt de nos investisseurs. Et c'est pour ça qu'on se positionne vraiment en partenaire de nos porteurs de projet, aussi bien qu'en défenseur des intérêts de nos investisseurs. Notre activité, notre réussite aujourd'hui, elle repose à 100% sur la confiance que nous accordent aussi bien nos investisseurs que nos porteurs de projet. Et notre capacité à leur donner des solutions face à des situations dont ils sont les premiers à être désolés. Voilà pour le contexte de marché. On a parlé de la transparence tout à l'heure comme une valeur forte. Aujourd'hui, on a 28 projets qui sont en retard. Là, c'est peut-être important de donner des stats précises. On a 28 projets qui sont en retard. Sur 371 projets financés, 138 qui ont été remboursés intégralement, 205 qui suivent leur cours normalement et qui ne sont pas en retard. Donc on est sur des statistiques dont on est quand même très fier vu le contexte. Et le montant total des retards de 0 à 6 mois est de 1 243 000 euros à date et de 3 millions sur plus de 6 mois à date. Sur 95% de ces projets, on est sur des projets sur lesquels il n'y a pas lieu de s'inquiéter. En fait, on pris du retard sur la commercialisation du fait du contexte de marché qu'on vient de vous exposer. Et c'est sous contrôle, clairement. Donc c'est des informations qui sont rassurantes pour nous. Bien sûr, on continue d'avoir un suivi très régulier de ces projets et on va continuer dans cette dynamique-là. Notre objectif, c'est d'honorer votre confiance, c'est de maintenir le niveau de confiance que vous avez envers nous. Et c'est pour ça qu'on n'attend jamais plus d'une semaine quand on a une information, même si cette information, elle est déplaisante, pour la partager avec vous. Le deuxième défi qui s'est imposé à nous, qu'on a été heureux de relever, on va dire, c'est le défi de la réglementation européenne qui a subi une grande modification sur les dernières années, enfin sur les derniers mois essentiellement. Une obligation pour nous, avant novembre 2023, de présenter un agrément européen qu'on appelle PSFP, prestataire de services de financement participatif. Cet agrément, on l'a obtenu il y a déjà quelques mois, vous le savez, on a pas mal communiqué dessus sur les réseaux sociaux. On l'a obtenu avec conditions suspensives, et c'est un point qui est important. Ces conditions suspensives, elles étaient à notre main, dans la mesure où il s'agissait, en toute transparence, on parle de transparence, autant là jusqu'au bout, il s'agissait de nommer président et directeur général de cette société, non plus des holdings, mais des personnes physiques que vous avez devant vous, et de nommer un commissaire aux comptes. Autant dire que c'était des étapes qui étaient relativement simples et relativement à notre main. Donc c'est des démarches qui sont en cours. On attend des éléments juridiques que le greffe doit nous envoyer, mais ça devrait être fait dans les prochains jours et au plus tard dans les prochaines semaines. La raison pour laquelle on a un petit peu tardé à activer ces conditions suspensives, à débloquer ces conditions suspensives, c'est que on voulait être sûr de vous présenter un site internet qui intègre les quelques contraintes qui viennent avec ce nouvel agrément, mais qui en plus de ça soit l'occasion de vous proposer quelque chose qui soit encore plus agréable d'utilisation, qui prenne en compte les nombreuses remarques qu'on a eues et finalement qui nous fasse partir vers une pleine exploitation de cette opportunité qui est face à nous. Parce que ce nouvel agrément, il va nous permettre de faire pas mal de choses nouvelles et on va en parler. Donc on n'a pas l'intention de s'arrêter là. Voilà, vous avez une photo de à peu près tout le monde dans l'équipe, presque tout le monde. On n'a pas fait ça à deux. Là où on en est aujourd'hui, c'est grâce à vous et c'est grâce à toutes ces personnes. Donc on va faire un grand ravalement de façade sur cette plateforme. Un ravalement de façade qui va nous permettre d'être encore plus en phase avec nos valeurs. On aura une plateforme à vous proposer qui sera plus transparente, plus performante et plus accessible.
Plus transparente parce que vous allez avoir un accès beaucoup plus simple à vos informations. L'historique des projets que vous recevez de façon régulière par newsletter va également être disponible directement sur la plateforme. L'espace utilisateur va être doté d'un nouveau dashboard qui vous permettra d'avoir des graphiques qui vous permettront de suivre l'évolution de vos encours, les remboursements à venir, pas mal de choses comme ça. Vous allez également avoir la possibilité de faire des téléchargements. Téléchargement des investissements, ça c'était déjà le cas, mais téléchargement également de toutes vos opérations financières. Voilà, ça c'est pour la transparence. Pour la performance, vous allez avoir la possibilité d'investir non plus jusqu'à 2000 euros, mais sur un montant maximal qui va être variable. L'idée c'est quoi? C'est que ces 2000 euros, ils étaient très intéressants pour nous parce qu'ils vous permettaient de diversifier votre épargne, vos placements. Et c'était quelque chose qui était important. Pour autant, on a vu sur les collectes qu'on peut avoir qui sont à 100, 150 000 euros que ça peut parfois poser des difficultés. Et donc, on se réserve la possibilité de limiter à 1000 euros par personne, ou 500 euros, qui sait, le montant de collecte pour des collectes qui sont sur des montants plus faibles, de façon à ce qu'il y ait plus de place pour tout le monde. C'est une demande qui a été très forte de votre part et qu'on a décidé de prendre en compte. On aura, à contrario, la possibilité de mettre un montant maximal de collecte à 10 000 euros pour des projets qui seront typiquement sur 1 million, 1,5 million. C'est des vraies opportunités pour nous, on en est très content. Le troisième point, ça va être l'accessibilité. Aujourd'hui, une collecte sur la première brique, c'est réservé aux personnes physiques. Demain, les personnes morales et les personnes physiques, donc les sociétés, auront la possibilité d'investir dans tous nos projets. Et ça, c'est un vrai plus dont on se réjouit. En face de toutes ces bonnes nouvelles, on va avoir quelques mises à contribution pour vous, qui sont normales, et qui vont nous permettre de sécuriser encore plus votre expérience d'investissement. On va la sécuriser encore plus avec des questionnaires à remplir, qu'on a tout fait pour qu'ils soient les plus agréables possibles à remplir pour vous. Vous aurez à les remplir une fois tous les 1 ou 2 ans, ce qui finalement est quand même pas grand-chose. On a fait le calcul, le record au sein de l'équipe, c'est 1 minute pour remplir tous les questionnaires. Donc on est quand même sur des choses qui sont assez accessibles. Si j'oubliais, on a un nouveau point également qui va être intéressant, c'est la possibilité pour des investisseurs en herbe, on va dire, c'est-à-dire les profils que la réglementation appelle des profils non avertis, la possibilité pour ces profils-là de se rétracter pendant 4 jours. C'est-à-dire que vous, après avoir signé votre investissement, après avoir finalement finalisé tout votre parcours d'investissement, vous aurez la possibilité, jusqu'à 4 jours après, de vous rétracter. On trouve que c'est une super opportunité, une opportunité qui vous permet de sécuriser encore plus votre expérience. Ça va nous, de notre côté, poser certains problèmes logistiques parce que ça veut dire que vous verrez plus passer les projets en financé avant 4 jours, c'est-à-dire qu'ils vont rester en statut clôturé. Pas d'inquiétude néanmoins, le statut clôturé correspondra à un projet qui a été pleinement collecté mais qui va bientôt arriver au financement total. Voilà pour les grandes updates qu'on voulait partager avec vous. On va peut-être parler côté sécurité. Vous l'avez sûrement remarqué, on a mis en place une double vérification des emails, encore une fois pour une sécurité renforcée de l'accessibilité de vos comptes sur la plateforme. Au niveau de la sécurité aussi, c'est important de rappeler que on passe par un prestataire de service de paiement qui est une société qui s'appelle MangoPay, qui est un acteur extrêmement réglementé bien sûr, qui dispose des agréments. Et ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle les wallets, les portefeuilles d'investissement, qui sont des comptes nominatifs. Chaque investisseur chez nous a son petit wallet qu'il peut recharger, qui peut débiter aussi à sa guise, sous réserve d'avoir bien sûr complété son compte et fait les vérifications légales qui nous sont imposées par la réglementation. Ce portefeuille, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes les seuls à y avoir accès. Il est nominatif et il est sécurisé. C'est comme un compte bancaire, il est sécurisé avec un historique d'opération et autres. Et donc, c'est important de dire ça puisque on est en train d'avoir des sujets potentiellement de continuation de une autre valeur forte qui était le accessible des 1 euro. On a observé qu'il y avait beaucoup de mouvements sur ces portefeuilles, des fois en dehors des projets. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première brique, c'est accessible d'1 euro sans aucun frais pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des frais là-dessus. Ces frais, il y en a, ils sont importants, ils sont pris en charge par la première brique parce que ça nous paraissait important
de dire que c'était sans frais la première brique, et ça nous paraît encore plus important de le rester. Donc ça, on va communiquer un peu plus, encore une fois, parce que c'est aussi un sujet qu'on n'a pas forcément beaucoup abordé, mais sur le rôle de ces comptes, ces caisses nominatives sécurisées, qui vous permettent de laisser l'argent quand vous avez eu un remboursement avant de réinvestir, par exemple, ou alors de laisser l'argent quand vous n'avez pas pu réussir à investir sur un projet pour investir sur les projets d'après. On propose quand même un certain nombre de projets par semaine ou par mois, donc dans l'eau, assez rapidement, vous trouvez votre bonheur normalement. Et l'idée vraiment, c'est aussi encore une fois, d'être une communauté. Il y a l'après un brique, il y a les investisseurs d'après un brique, et c'est d'avoir tous les mêmes intérêts. Et un de nos intérêts communs, c'est justement de rester sur cette notion de sans aucun frais. Et de vous donner en fait les mains libres, c'est-à-dire de pouvoir recharger, que ce soit par virement, que ce soit par carte bleue, de pouvoir débiter sans limite, sans contrainte et autres. Et pour ça, on a aussi effectivement besoin que la communauté joue le jeu. Complètement. On sait que certains de nos concurrents ont commencé à facturer certaines opérations sur les porte-monnaies et on comprend qu'ils l'aient fait. Clairement, on comprend parce que on est en train, nous, en ce moment même, de renégocier avec notre prestataire de services de paiement, qui est un acteur majeur qui fait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça représente plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois, le coût de vos flux financiers. C'est quelque chose qu'on paye aujourd'hui. Mais dans le contexte de marché actuel, on va avoir de plus en plus de mal à le payer. Donc vous pouvez vraiment faire quelque chose pour ça. C'est limiter vos flux en ayant conscience que votre porte-monnaie est sécurisé, qu'on n'a ni le droit ni l'envie d'utiliser votre argent, l'argent qui est sur votre porte-monnaie. Parce qu'encore une fois, notre objectif premier, c'est votre confiance. Et on a trop peur d'un bad buzz pour jouer à ce genre de choses. Voilà, c'était une information vraiment importante. Le deuxième point, peut-être euh, mise à contribution de notre communauté qu'on voulait évoquer avec vous, c'était l'importance qu'il y a à lire la documentation qu'on vous fournit. J'ai eu la surprise il y a quelques temps de discuter avec un investisseur et qui est un investisseur très important chez nous, qui a plusieurs centaines de projets dans lesquels il a investi, qui me disait que ça faisait quelques mois qu'il lisait plus les plaquettes projet parce qu'il savait plus où les trouver. Et donc, tant on a 215 personnes avec nous là, euh, j'espère que vous lisez les plaquettes projet, que vous pouvez trouver sur la page du projet dans l'onglet documents, qui est un travail remarquable fait par toute l'équipe. C'est des plaquettes qui sont d'une trentaine de pages en général, qui demandent beaucoup de travail et qui donnent toutes les informations possibles pour vraiment se faire un avis sur les projets. C'est important que vous vous fassiez votre propre avis sur les projets parce qu'on voit beaucoup d'inepties sur Internet. Ça nous arrive souvent de nous balader, nous, sur les forums, comme tous nos concurrents, et de voir des imprécisions totales sur certains de nos projets, parfois même des contre-vérités. Et donc faites-vous votre avis. On a un exemple dont on n'a pas à rougir, qui est le projet Le Volcan, qui est en ce moment même sur la plateforme, qui a mis beaucoup de temps à se collecter, pour des raisons qu'on ne s'explique pas. Parce que comme tous les projets qu'on vous propose, c'est des projets auxquels on croit sincèrement. Alors peut-être qu'on a notre responsabilité, peut-être qu'on n'a pas suffisamment bien communiqué dessus, que la plaquette n'est pas suffisamment claire. Mais voilà, c'est important de vous faire votre propre avis et donc on vous encourage à le faire et à vraiment pas hésiter à nous poser des questions quand vous avez des questions très simplement sur nos projets parce on a une équipe relations investisseurs qui fait également un travail remarquable et qui est présente pour répondre à toutes ces questions. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des grands sujets qu'on voulait aborder avec vous. Peut-être quelques éléments de teaser pour ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'à maintenant. On est en train de mettre derrière nous le projet de la nouvelle plateforme. Donc ça devrait être prêt dans quelques jours et on va vous mettre à contribution dans le sens où même pour les personnes qui ont les profils les plus validés, vous aurez besoin de remplir un questionnaire. Alors la bonne nouvelle, c'est que tout ce que vous avez déjà rempli, vous n'aurez pas à le remplir. On a vraiment fait un gros travail pour que limiter au maximum la contrainte liée à ce nouvel agrément pour vous. Et vous aurez simplement à remplir des questionnaires. Ceux qui n'ont pas de carte d'identité validée ou de profil complet, il faudra compléter votre profil parce que maintenant, vous aurez besoin d'avoir un profil pleinement complété avec un mail validé pour pouvoir investir. C'était pas le cas avant, c'est le cas maintenant. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une contrainte supplémentaire, certes, mais c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça nous permet
vraiment de sécuriser votre expérience. Voilà dans les grandes lignes. Du côté teaser, donc la nouvelle plateforme, Les 100 millions d'euros. les 100 millions d'euros qui seront bientôt atteints. On est à 95 millions d'euros de collecte à date, c'est un petit peu plus. Le prélèvement sur lequel on va travailler, vous êtes beaucoup à nous le demander, on va lancer ce chantier-là assez prochainement. Parmi les chantiers qu'on a dans notre hôte, ce ne sera pas forcément pour Noël, on a également l'application mobile et on travaille à offrir un petit peu plus de liquidité à vos investissements parce qu'on réfléchit beaucoup et peut-être un peu trop. Et on se dit que c'est une des limites aujourd'hui à notre, à notre conquête et à notre, comment dirais-je, à notre atteinte de cet objectif qui est de démocratiser l'investissement immobilier. C'est peut-être le premier frein, c'est le manque de liquidité sur les investissements. Donc on est en train de réfléchir à des solutions pour affronter tout ça. Voilà, voilà. On espère que ça vous a plu jusque-là, que vous avez plein de super questions. Voilà. Donc ça, c'est un petit aperçu du site. Donc là, vous voyez les tableaux de bord tels qu'ils sera à partir de lundi. Plein d'autres choses à venir, on vous en a parlé. Pardon, c'est un peu en désordre. Et merci à tous pour votre attention. On va peut-être prendre quelques questions. On a des questions sur le calcul des intérêts inscrits sur l'échéancier. Alors ça, clairement, c'est un calcul qui est très simple. C'est le montant que vous avez investi fois le nombre d'échéances fois le taux, fois le nombre d'échéances divisé par 12 fois le taux. Ce taux, il prend en compte votre code bonus, enfin votre taux bonus si vous avez un parrainage. Il prend en compte les pénalités éventuelles. Lorsqu'il y a des pénalités, ces pénalités, elles s'appliquent bien sûr que sur la partie en retard. Et voilà, je crois que c'est le gros de l'information sur le calcul des intérêts. Simplement, je vois aussi un message en lien avec ça. Ça nous arrive souvent d'avoir des investisseurs qui nous contactent en disant qu'ils nous ont déjà contactés, qu'ils n'ont jamais eu de retour. Sachez qu'on répond vraiment à tous les messages, donc Ouais. pensez à regarder vos spams parce que malheureusement, selon les messageries que vous utilisez, certaines considèrent qu'on est spam publicitaire. Mais on met vraiment un point d'attention mais hyper important sur le fait que chaque message qui nous est envoyé doit avoir sa réponse, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la plateforme directement avec le formulaire contact. Donc si vous n'avez pas de réponse de notre part, vraiment, la solution est souvent dans les spams. Et ça me fait penser à autre chose. Parmi les nouveautés qu'on va avoir sur la plateforme, on va avoir une foire aux questions qui sera beaucoup plus complète et un système de chatbot qui ne sera pas un chatbot, donc c'est-à-dire que ce sera toujours des humains en chair et en os qui vous répondent, mais un système de chat qui se trouvera comme ce que vous avez sur beaucoup de sites, où plutôt que d'aller directement en contact, finalement vous restez sur la page de votre investissement et vous avez la possibilité de directement poser la question en gardant typiquement votre tableau de bord en vue, donc ça vous facilitera un petit peu l'expérience. On a une question, savoir si on est certifié ISO. Alors non, on ne l'est pas. On n'a pas prévu en tout cas à date de rentrer dans un processus de certification ISO. Notamment pourquoi? C'est parce qu'en fait on est certifié, entre guillemets, on a obtenu un agrément. C'est un travail de plusieurs mois, un travail vraiment très important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à date, il y a très peu d'acteurs, y compris des acteurs historiques et des acteurs très importants du marché, qui ont obtenu cet agrément, en tout cas en France, mais au niveau européen. Donc pour nous, typiquement, quand on a reçu le document, ça avait bien plus de valeur qu'une norme ISO, mais c'est partie des process de qualité qu'on va éventuellement réfléchir dans le futur, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est encore une fois de structurer cette démarche, d'apporter de la qualité, d'apporter de la rigueur, tout en conservant notre image. Hein. On est fun, on aime l'être et on veut le rester, mais ça n'empêche pas d'être sérieux, et ça, c'est vraiment notre leitmotiv. Mais pour nous, l'agrément, c'est vraiment important, c'était vraiment une énorme source de fierté pour notre équipe. On est une entreprise, encore une fois, à taille humaine. On n'est pas adossé à un grand groupe, par exemple. Et donc, ce chemin-là, qui était vraiment un chemin long j'allais dire semé d'embûches, mais en fait, c'était vraiment sur tous les aspects que les autorités compétentes ont mené leurs audits concernant notre entreprise et nos pratiques, nos projets. Et du coup, d'avoir cet agrément final, c'était vraiment aussi un élément de reconnaissance pour les années de travail qu'on a pu faire derrière nous et du coup nous confirmer qu'on a encore de beaux jours devant nous. On a une question également
sur les intérêts mensuels. Alors, c'est hyper intéressant comme sujet et on comprend tout l'intérêt que ça peut avoir. On vous le disait, nous, on est des partenaires de nos porteurs de projets, autant que des chargés d'affaires pour nos investisseurs, en fait, des, des conseillers, des défenseurs de l'intérêt de nos investisseurs. Donc, on va vraiment défendre les deux parties et essayer de créer une belle relation entre les deux. Et le problème, c'est que c'est rarement dans l'intérêt d'un porteur de projet de faire des intérêts mensuels. Parce que faire des intérêts mensuels sur une personne qui fait un achat d'appartement pour le retaper et le revendre, sa sortie de cash, enfin son gain, il va arriver à la fin de l'opération. Donc, immanquablement, ce que ça veut dire, c'est que s'il veut payer des intérêts mensuels, c'est qu'il va falloir qu'il nous emprunte plus pour avoir des sorties de trésorerie mensuelles pour payer ses intérêts au fil de l'eau et au fil du projet. Pour nous, c'est un non-sens parce que ça va détériorer sa marge. Et vous, finalement, vous aurez de l'argent, certes, qui sera disponible plus rapidement, mais qui, dans les faits, vous rapportera moins. Parce que là où 15 000 euros, enfin, ou 1 000 euros placés sur 12 mois à 11%, vous prenez 1000 fois 11, si vous avez un remboursement mensuel, bah finalement, vous prenez, sur le dernier mois, vous prenez beaucoup moins en intérêt. Donc, on part plutôt du principe de dire qu'on sélectionne des projets très solides et que ces projets très solides, ils vous rapportent sur la totalité de votre capital jusqu'à la fin du projet. Pour autant, on n'est pas du tout fermé aux intérêts mensuels et on le propose, on l'a déjà proposé sur la plateforme, on le propose quand c'est possible. Et c'est possible notamment avec l'actualité des Jeux Olympiques et les locations courte durée. Euh, Typiquement, des profils d'activité qui dégagent un cash flow mensuel et qui permettent de payer des intérêts mensuels. Donc sur ces types d'opérateurs, on va le faire. Ouais. On a une question intéressante sur les taux d'intérêt, de savoir si on va augmenter les taux d'intérêt à plus de 12%, compte tenu de l'augmentation des taux directeurs de la BCE, donc Banque Centrale Européenne. Malheureusement, on ne se finance pas à la BCE, nous. On n'est pas une banque, effectivement. C'est vous qui êtes la BCE chez nous. Effectivement, on n'est pas une banque, donc nous on n'a pas cette logique en fait de dire à combien est-ce qu'on achète notre argent pour ensuite savoir à combien est-ce qu'on va le placer, enfin le revendre entre guillemets, pour calculer la marge bancaire. On a augmenté les taux. Globalement, on a légèrement augmenté les taux. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est encore une fois, on revient sur ce que disait Hugo, c'est l'alignement des intérêts entre les investisseurs, le porteur de projet et nous. On est trois acteurs, on va avoir trois la même vision, augmenter les taux, surtout dans un contexte où les opérations sont un peu plus compliquées avec des marges plus faibles généralement. En fait, c'est un double impact pour l'opérateur, c'est un peu la double sentence. Là où en fait, on vient pas forcément rémunérer un risque. Encore une fois, la Banque Centrale Européenne elle raisonne en taux marché. Nous, on raisonne plutôt sur le fait qu'un taux doit refléter un risque d'un projet. C'est pour ça qu'on a des projets des fois à 10, à 11, à 12. C'est plus cette logique-là qu'on va observer en fait sur le scoring de l'opération et sur le taux qui va refléter notre analyse du risque. L'utilité du nouvel agrément, ouais, ça c'est intéressant. Alors l'utilité du nouvel agrément, ça va avoir plusieurs aspects. Il est indispensable, déjà, première chose. On n'a plus le droit d'exercer à partir de novembre si on l'a pas. Il va permettre, en fait, dans certains cas de figure, effectivement, de déplafonner le montant qu'on avait fixé à 2 000 euros maximum par personne. Il va pouvoir permettre aux personnes en société d'investir. Ça va pouvoir aussi nous permettre d'aller sur des projets un petit peu plus grands en taille de collecte et du coup sur des opérations un petit peu plus importantes aussi. Techniquement, il nous permet aussi d'opérer au niveau européen, parce que c'est un agrément européen, même si pour l'instant, on n'a pas encore, en tout cas à court terme dans les tuyaux, l'ambition d'aller faire des projets à l'étranger, même si on commence à se faire une culture petit à petit, parce que c'est celui qui nous intéresse. Mais donc cet agrément, il va aussi, encore une fois, voilà, permettre d'offrir le droit aux investisseurs non avertis de bénéficier d'un délai de rétractation de 4 jours à compter de leur investissement. Voilà à peu près l'utilité de cet agrément. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi en off, il y a des contrôles renforcés, donc des contrôles qui étaient très poussés pour l'obtention de l'agrément. Il y a des contrôles de conformité et autres, et beaucoup de procédures en fait à mettre en place, qui sont des choses que vous ne voyez pas bien sûr, parce que ça ne concerne pas les projets à proprement parler, ça concerne plus la structure et l'organisation en interne, mais c'est des éléments qui vont en fait à chaque fois amener plus de sécurité pour les investisseurs. On a une question sur la façon dont on se positionne par rapport à d'autres plateformes d'immobilier fractionné. C'est une question intéressante. L'ADN de la première brique, et ça l'a toujours été, j'avais pensé à vous faire une introduction en vous disant que on a démarré la première brique il y a 4 ans, bientôt 5 ans, avec 7 500 euros et deux têtes pas trop mal faites et finalement la conviction
que pour créer quelque chose qui marche, on n'a pas forcément besoin d'avoir un costume cravate et de rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Et ça a toujours été notre ADN de faire des choses qui soient simples, compréhensibles par le plus grand nombre et accessibles. C'est pour ça qu'on a été les premiers à être accessibles dès 1 euro. Je crois qu'encore aujourd'hui, on est les seuls, sans aucun frais, avec une équipe relations investisseurs qui était ultra disponible et très réactif, pardon, avec un taux qui était plus élevé que nos concurrents, à 11% de rendement. Aujourd'hui, on a 0% de perte, un suivi des projets qui nous démarque aussi, parce que on a beaucoup de retours. Alors, on ne connaît pas toutes les plateformes, hein, mais on a beaucoup de retours de votre part sur le fait qu'on a un suivi qui est très régulier sur nos projets. Et je dirais que c'est ça qui nous démarque, c'est de se concentrer sur ce qui nous paraît être des marques de qualité. Vous voyez, on n'a pas fait une grande présentation avec un drone qui nous voit de loin, comme on peut le faire dans les keynote Apple ou autres, et on met notre budget sur vraiment les sujets qui nous semblent très importants, et les sujets qui nous semblent très importants, c'est la qualité de nos projets. On a pas mal recruté, notamment dans nos chargés d'affaires, pour avoir encore plus de disponibilité sur l'audit des projets. L'idée, c'est pas de bâcler l'audit des projets pour en faire plus, pour aller chercher de la croissance, parce qu'on pense que la croissance, elle viendra toute seule si on garde notre 0% de perte et la confiance de nos investisseurs. Pour revenir sur le 1 euro, accessible à 1 euro, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a fait ce choix, on nous a un peu pris pour des fous, d'un point de vue purement économique, on va dire, euh, parce qu'il y avait déjà des offres qui existaient, qui étaient en fait accessibles, des 1000 euros, et tout le monde disait que c'était déjà un ticket d'entrée très bas. Et nous, le 1 euro, il est fondamental en fait, parce que c'est pas un choix, c'est pas une histoire de marketing, puisque c'est d'un point de vue économique, encore une fois, en tant qu'entreprise, c'est pas forcément le choix le plus stratégique de la Terre, mais il est fondamental parce que c'est aussi le reflet de ce que nous, on pense être la finance, qui est aussi, voilà, encore une fois, accessible, transparente, performante. Et notre idée, c'est d'enfoncer en fait des portes et de briser les barrières pour les investisseurs, que ce soit des barrières au niveau de la compréhension des projets, d'où le fait qu'on sait faire des paquets très détaillés, que nos équipes sont là pour répondre à d'autres questions, mais aussi sur le fait de dire que chaque personne peut investir selon ses moyens. En tout cas, sur la première brique, ça c'était un élément très important pour nous. Aujourd'hui, une personne qui investit 5 euros par projet, elle nous coûte de l'argent. Elle est à perte pour nous. Et en fait, c'est pas pour autant qu'on va pas lui répondre. On passe autant de temps à répondre à une personne qui n'a jamais investi chez nous qu'à une personne qui a déjà investi chez nous, et quel que soit le montant. Et finalement, alors, c'est pour une raison très pratique, parce que si à chaque fois qu'on a une question, on devait aller regarder combien la personne a investi, ce serait une vraie perte de temps. Mais c'est aussi parce que ça fait partie de notre philosophie. On aurait pu créer un CRM qui, à côté du nom de la personne qui nous a posé la question, nous donne le montant de ses investissements et autres, mais c'est pas notre philosophie et ça le sera jamais. On vous a parlé de plein de nouveautés, mais ce qui est certain, et l'assurance que vous pouvez avoir aujourd'hui, c'est que on, on sera toujours dès 1 euro, on sera toujours sans aucun frais, dès lors que là, on met des guillemets parce qu'on vous a prévenu, ça commence à piquer très très fort de notre côté sur les frais financiers. J'ai beaucoup aimé le message qu'on a eu d'ailleurs d'une personne qui nous disait, mais attendez, vu les taux qui augmentent, eux, avec l'argent disponible, ils doivent gagner beaucoup d'argent, pourquoi est-ce qu'ils font payer des frais financiers? Malheureusement, c'est l'univers du B2B. Et tout service se paye, et aujourd'hui on paye très cher ces services-là. Après, on a en face un service qui est de qualité, qui est perfectible sur plein d'aspects, mais qui est pour nous un des meilleurs services qu'on peut avoir sur le marché. Donc on est content de les avoir choisis. Et tiens, d'ailleurs, on peut aussi en profiter pour saluer la performance de nos partenaires, parce qu'on a un prestataire de services de paiement qui fait un très bon travail. On a une équipe de développeurs aussi qui sont vraiment spécialistes de ce qu'on fait et qui font un excellent travail. Donc on profite de cette vidéo pour les remercier. Il y a une question elle est intéressante parce que ça montre le fait qu'on n'est pas des communicants. Ah oui, c'est vrai, Euh, exact. c'est le fait d'utiliser des comptes centralisateurs sur des projets avec beaucoup de travaux de la promotion. Compte centralisateur, en fait, c'est un compte qu'on va créditer et ensuite sur lequel on va décaisser les fonds au fil de l'eau en fonction de l'avancement des projets et autres. En fait, ça, c'est un système que l'on fait déjà sur beaucoup de dossiers, sur tous les dossiers avec des gros travaux, on le fait déjà. Simplement, en fait, on communique pas dessus et c'est un élément de rassurance, c'est que si l'opérateur à un moment prend du retard dans ses travaux ou arrête de faire les travaux, on ne lui a pas décaissé, on ne lui a pas fait un chèque en blanc, entre guillemets, avec la totalité des travaux.
Ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà, ça nous amène beaucoup de travail, nous, en plus, en back-office, parce qu'il faut suivre, en fait, la réception des factures, les photos d'avancement et autres, décaisser au fil de l'eau. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on communique pas. Mais oui, c'est quelque chose qu'on a déjà, en fait, intégré dans la pratique, dans nos pratiques, en tout cas, sur les opérations qui le justifient avec des très gros travaux. Alors, je réponds à une question rapide. Est-ce qu'il y a que des intérêts simples et pas d'intérêts composés? Oui, la première brique, c'est des intérêts simples, pas composés. C'est-à-dire que, vu que de toute façon, on est sur un remboursement in fine, les intérêts sont versés et ne peuvent pas être composés, très simplement. Donc, oui, oui, c'est pas des intérêts composés, même quand le projet dure plus d'un an. Euh, Deuxième question, les projets qui mettent plus de temps à se collecter sont-ils dus aux notes données au projet par certains sites d'analystes? C'est très difficile de répondre à cette question. On pense que ça joue forcément. Pour être tout à fait transparent avec vous, on a un sujet là-dessus. Aujourd'hui, sur certains sites, pas tous, il y en a qui sont de grande qualité, on voit des affirmations qui sont complètement fausses sur des projets pour lesquels pourtant on a donné l'information exacte et contraire dans la fiche projet et avec des notations qui sont mauvaises. C'est un sujet qui pour nous est un petit peu au centre de nos réflexions. Et à ce propos, on va certainement avoir une reconfiguration des codes bonus dans un futur proche, parce que la réflexion qu'on a et qu'on partage aujourd'hui avec vous, c'est que on a beaucoup de projets qui génèrent de la frustration parce que beaucoup d'investisseurs ne peuvent pas investir, n'ont pas le temps d'investir. Et en face de ça, donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a trop d'investisseurs, même si on n'a jamais trop d'investisseurs. C'est aussi à nous de vous proposer plus de projets de qualité. Voilà, mais en face de ça, on dépense une somme importante tous les mois pour rémunérer des personnes qui font des analyses qui ne sont pas toujours ultra pertinentes. Alors, euh, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, hein. On a certains analystes qui font du très bon travail, mais c'est aussi pour ça qu'on vous disait de vous faire votre avis et de bien lire les fiches projet Et de poser vos questions. et de poser vos questions à l'équipe parce qu'on est là pour ça et que tout n'est pas bon à prendre sur Internet. Justement, pour rester dans le thème des plaquettes, quelqu'un nous dit ça serait bien d'avoir les informations de la plaquette qui soit pérenne dans le temps et pas seulement jusqu'à la collecte. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez retrouver en fait tout l'historique d'un projet sur les newsletters de suivi. Quand on fait une newsletter de suivi, il y a un bouton qui s'appelle Replay, sur lequel vous avez accès à la plaquette de présentation, mais aussi aux newsletters précédentes. L'idée, encore une fois, c'est que vous puissiez retracer l'historique. On n'a rien à cacher et à faire disparaître des documents une fois que le projet est financé. Donc, si vous avez investi sur un projet, vous avez bien sûr accès, encore une fois, à cette data. On va réfléchir à terme, euh, et c'est des nouveaux développements en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces nouveautés qu'on amène sur la plateforme, c'est des choses qui nous prennent beaucoup de temps, qui sont consommateurs aussi en investissement. À terme, on aimerait bien que tout le suivi en fait du projet se fasse aussi depuis la plateforme et depuis votre espace investisseur pour qu'en fait tout soit vraiment centralisé, que cet outil, qu'il soit sur PC ou demain peut-être sur une application mobile aussi, soit vraiment en fait votre tableau de bord et votre meilleur ami pour vivre l'expérience de la Première Brique pleinement et retrouver toutes les informations dont vous avez besoin. Mais voilà, donc les informations, vous pouvez toujours les retrouver dans les newsletters de Replay. Ce serait bien d'avoir les infos de la plaquette qui soient pérennes dans le temps et non pas seulement jusqu'à la collecte. On en a conscience et vous avez toujours la possibilité de télécharger la plaquette au moment où vous investissez dans le projet. Et ça fait partie des updates de la nouvelle plateforme. Ce sera la possibilité d'avoir la plaquette visible uniquement pour les investisseurs au projet, directement sur le site. Donc vous la retrouverez dans l'onglet documents avec en dessous les différentes newsletters qu'il y a eu sur le projet. De cette façon, quand vous irez dans votre espace utilisateur, que vous cliquerez sur un projet, vous vous rendrez sur la page du projet et vous aurez la possibilité de voir la plaquette, puis ensuite toutes les updates du projet qu'on a pu vous envoyer. Pour ceux qui ont des problèmes de spam, c'est une très belle solution. On a une question sur le taux d'intérêt qu'on propose par rapport au taux d'intérêt de financement bancaire pour un marchand de biens. Et en fait, la question c'est de savoir quel est l'intérêt pour un marchand de biens de venir travailler avec nous plutôt qu'avec une banque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a jamais, mais vraiment jamais, eu vocation à dire qu'on était là pour remplacer la banque ou pour être une concurrence au système bancaire. On l'est pas, et sincèrement, on revient tout à l'heure sur ce qu'on disait sur la Banque Centrale Européenne, sauf si un jour on peut nous-mêmes acheter notre argent à la Banque Centrale Européenne, on ne sera jamais en fait en concurrence avec la banque puisqu'on n'est pas un système bancaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marchand de biens qui vient nous voir, c'est soit pour compléter la banque et donc pour financer en fait une quote-part des fonds propres demandés par la banque,
et bénéficie d'un double effet de levier, effet de levier bancaire sur une majorité de dossiers et un effet de levier sur les fonds propres avec nous. Ça, c'est l'option 1. Et l'option 2, en fait, c'est qu'il n'y a pas de banque. Donc, s'il n'y a pas vraiment une concurrence, c'est qu'il n'y a pas de banque. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de banque? C'est que les banques en financement d'opérations immobilières professionnelles ont toujours été très compliquées, avec des critères parfois très stricts, comme par exemple le fait de dire qu'il y a des banques qui ne financent pas de dossier en dessous de 500 000 euros, quelle que soit la qualité du dossier. Et ces critères stricts, ils se sont encore plus renforcés ces derniers mois, avec les banques ont fermé un petit peu le robinet, c'est vrai pour les particuliers, c'est vrai pour tout type de crédit, y compris les professionnels. Donc, on a de plus en plus d'opérateurs immobiliers qui ont des profils ou ont des projets qui, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, auraient été tout à fait financés en banque, mais qui aujourd'hui ne sont pas forcément pour des raisons souvent de taille en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est un peu le spécialiste des opérations à taille humaine. Et ces opérations à taille humaine, elles prennent le même temps à être analysées, à être travaillées qu'un projet beaucoup plus important, on va dire. Donc la logique financière pour une banque, pour une société de financement comme pour être la nôtre, c'est dire que le temps passé sur un dossier à 200 000 euros, c'est même que sur un dossier à 2 millions, la rémunération n'est pas du tout la même. Nous, on va faire ce travail de dire qu'on va travailler sur tous les bons dossiers, quel que soit leur montant. Mais on comprend tout à fait qu'il y ait, par exemple, des banques ou des organismes financiers qui n'aient pas cette envie-là et qui préfèrent sélectionner ces dossiers. On n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes coûts de structure qu'une banque, hein. C'est ça, on est Faut en douter. clairement. Donc en fait, c'est une logique qui est soit complémentaire, soit en remplacement, mais il n'y a pas de confrontation, de concurrence, on va dire, entre le système bancaire et le financement qu'on appelle le financement alternatif de l'immobilier, dont le crowdfunding fait partie. Et puis l'autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a certains porteurs de projets qui viennent nous voir parce que étudier un projet en banque et encore plus pour un néo-marchand, c'est 4 mois. Pour un néo-marchand, enfin un néo-inscrit dans cette banque, c'est entre 3 et 4 mois. Nous, on est capable de donner une réponse de principe sous 48 heures et sous une semaine à 1 mois, selon le niveau d'urgence et puis le niveau de réactivité du porteur de projet, on a la capacité à organiser une collecte. Donc, sur certaines opérations où finalement les personnes ont besoin d'une réponse très rapide, ça peut être un vrai plus de passer par du financement participatif. Et d'autant plus sur une opération qui dégage une marge très importante et qui donc peut se permettre d'aller chercher un financement un peu plus coûteux. Sachant qu'aujourd'hui, le coût du financement participatif par rapport au financement bancaire des professionnels de l'immobilier qui n'est pas du tout le financement bancaire des particuliers, c'est pas du tout les mêmes conditions. Le delta est de plus en plus fin entre le coût du financement bancaire et le coût du financement participatif. Une question sur une plateforme d'agrégation de comptes. Alors oui, on est en communication avec 2 opérateurs qui sont des agrégateurs de comptes. Et ça fait partie des sujets. Ça fait partie des sujets qu'on va pouvoir développer dans les prochains mois. On n'a pas de date encore à communiquer, mais on est ouvert à ça parce qu'on est ouvert à tout ce qui va améliorer votre expérience, donc ça en fait partie. Après, ce qu'il faut savoir sur ces agrégateurs, vous donnez votre identifiant et votre mot de passe à un tiers, qui certes est un tiers de confiance, enfin non, qui n'est pas qualifié de tiers de confiance, mais vous les donnez à un tiers, n'a aucun intérêt à les utiliser, à faire quoi que ce soit, parce que son business repose sur le fait d'avoir votre confiance, mais néanmoins, vous donnez votre identifiant et votre mot de passe à un tiers, s'il est piraté un jour ou autre, vous pouvez avoir des sujets, et malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose pour vous. Quid de l'investissement par une personne morale? Bah, justement, avec le nouvel agrément dont on vous a parlé, les sociétés pourront investir sur les opérations. Ça va permettre à les sociétés qui ont de la trésorerie de positionner cette trésorerie sur les projets proposés directement sur la plateforme La Première Brique. Alors effectivement, le prélèvement, on va mettre en place le prélèvement dans les prochains mois. Ça fait partie des chantiers prioritaires, là. Après, le développement, c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps qu'on l'imagine quand on est derrière son écran. Il y a sûrement des développeurs derrière cet écran, mais ça prend beaucoup de temps. Et le prélèvement, on va le mettre en place. Vous êtes beaucoup à nous le demander. Ça simplifie les choses. On a certains de nos concurrents qui le font. Ça apporte une vraie fluidité dans l'investissement. Donc, on va le faire en complément du virement et du paiement CB. Faut savoir que toujours dans la même logique, le prélèvement, c'est ce qui est le plus coûteux en termes d'opérations financières. Ça complexifie un petit peu de notre côté le bouclage de la collecte, parce qu'il y a des délais de rétractation, des choses comme ça. Et justement, je vois un autre message sur le prélèvement. Notre idée, c'est quand on lance une nouvelle fonctionnalité sur la plateforme, c'est vraiment de l'avoir pensé, de l'avoir testé pour qu'elle soit la plus fluide possible. Donc c'est aussi pour ça qu'on prend parfois notre temps,
en fait, c'est pour bien faire les choses parce que des idées, on en a plein. Vraiment, ça, on en déborde. L'énergie, on en a aussi, ça tombe bien. Et l'idée, c'est de se concentrer vraiment pour livrer en fait à chaque fois des éléments qui sont de qualité et qu'on n'est pas, en fait, qu'on se mette pas en position de vous faire essuyer les plâtres parce que on avait une idée, on a testé quelque chose, mais en fait, c'était pas assez bien testé, assez robuste. Donc, par exemple, le prélèvement, c'est quelque chose qu'on veut vraiment bien penser parce que pour nous, ça peut être une très belle fonctionnalité offerte à nos investisseurs. Et le jour où on le mettra en place, c'est qu'on aura une conviction absolument certaine et qu'on aura un travail de développement derrière qui aura été fait et qui sera abouti. Alors, notez les projets sur la plaquette, ça serait intéressant d'avoir les notes effectivement des investisseurs sur les dossiers. Ça, d'une façon générale, n'hésitez pas en fait à nous faire des retours, que ça soit positif, on adore. Ce qu'il faut savoir, c'est on a un canal dans notre outil de communication interne qui s'appelle Modou, sur lequel on partage tous les Modou qu'on reçoit et qu'on partage à toute l'équipe en fait, parce que c'est un travail collectif. D'une façon générale, n'hésitez pas à nous faire remonter les éléments que vous aimez, les éléments que vous avez envie de voir, les pistes d'amélioration. Pourquoi? Parce qu'on a besoin en fait de se nourrir de ça pour encore une fois faire grandir la société, la plateforme, le projet qu'il y a derrière la première brique. Et du coup, nous, on sera toujours disponible et on est vraiment toujours preneur de vos retours parce qu'on part du principe que ces outils, on essaie de les penser pour vous, mais c'est vous les vrais utilisateurs, donc on a besoin aussi de vos retours là-dessus, de vos idées. On peut pas, on reçoit plein d'idées assez régulièrement et c'est super, on peut pas toutes donner suite pour des raisons de temps, des fois de faisabilité juridique, pour des raisons aussi d'investissement financier. Mais on adore avoir ces retours, donc n'hésitez pas, et même sur les projets, n'hésitez pas à nous faire vos retours, que ce soit soit pour poser des questions, encore une fois, pour parfaire votre compréhension, mais aussi des retours sur les projets que vous avez aimés, que vous n'avez pas forcément aimés, sur les éléments que vous aimeriez voir être mis en avant ou autre. On a refait dernièrement, on a repensé notre plaquette de présentation, on avait mis des petites astérisques en disant notamment sur l'analyse des éléments financiers que c'était une version un peu de travail et qu'il fallait pas essayer de faire nos retours. On n'a pas eu beaucoup de retours, on était tout triste, mais on a besoin en fait d'avoir vraiment vos retours en tant qu'utilisateur. Encore une fois, l'objectif qu'on a, c'est vraiment proposer sans cesse un travail encore plus qualitatif et qui répond encore plus à vos attentes. Et sur une deuxième interprétation de c'était une première interprétation, sur une deuxième interprétation de cette question, qui serait de nous, de notre côté, mettre une notation sur les plaquettes pour chaque projet. Si on vous propose un projet aujourd'hui, c'est qu'on y croit. On tient trop à nos 0% de perte pour vous proposer un projet sur lequel on a un doute. Et du coup, on a tous des sensibilités différentes. On a des personnes qui vont être très sensibles au fait qu'il y ait une hypothèque parce qu'ils considèrent que si une hypothèque, c'est solide. D'autres personnes qui considèrent que 100% de préco, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est toute la difficulté du métier de marchand de biens et du sujet de l'analyse, c'est que alors, bien sûr, un projet sans urbanisme purgé avec 0% de préco et un marchand de biens qui débute, voilà, et une banque qui prend 50% du financement, donc l'hypothèque, c'est un projet sur lequel, assez objectivement, on aura plus de difficultés à se positionner et qui sera moins bon qu'un dossier avec hypothèque, bref. Mais néanmoins, mettre une notation sur les projets, on a toujours refusé de le faire parce que on vous propose un projet parce qu'on y croit. Et certains se feront un avis et se diront non, celui-là, je trouve qu'il est moins bon qu'un autre. Mais tous les projets qu'on vous propose, on considère qu'ils ont entre 8 et 10 sur 10. Voilà, pour le dire simplement. Tous ceux qui sont en dessous de ces notations-là, c'est des projets qu'on ne vous proposera pas. Et après, aller mettre une note entre 8 et 10, ça n'a aucun sens parce que c'est subjectif. On a une question qui est intéressante. À partir de quel montant investi par un investisseur rentrez-vous dans vos frais? Et bien ça, on n'a pas la réponse. C'est une question posée par Céline. On n'a pas la réponse et on refuse de... Alors on pourrait avoir la réponse, hein, c'est un calcul financier. Mais on refuse d'avoir la réponse. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut rester accessible à 1 euro et sans considération forcément On ne veut pas diriger son entreprise par le prisme selon la rentabilité. Donc on n'a jamais fait ce calcul. Ça fait plus de 4 ans qu'on n'a pas fait ce calcul. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on le ferait demain. L'idée, c'est qu'on adore dire qu'on est accessible à 1 euro. Et c'est comme ça, et on a toujours la question de dire, mais il y a vraiment des gens qui investissent 1 euro? Oui, il y a vraiment des gens qui investissent 1 euro. Généralement, c'est pour essayer, en fait, simplement. Et c'est super. Et si on l'a fait, c'est aussi pour que ce soit utilisé. Encore une fois, c'est pas juste du marketing où, en fait, au final, c'est accessible dès 1 euro, mais que sur un projet sur 100. Non, tous les projets qu'on propose au grand public sur notre plateforme sont accessibles dès 1 euro. Et encore une fois, on ne veut pas avoir de considération comme celle-ci. On a beaucoup de messages de félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout ça, c'est aussi beaucoup grâce à vous. Allez-vous vous concentrer sur les segments de biens type usage localisation à l'avenir ou rester très diversifié? On a bien envie de rester justement diversifié. Pourquoi? Parce que
C'est un conseil qu'on a toujours donné à nos investisseurs, c'est diversifier vos projets, diversifier vos investissements, parce que vous allez forcément diversifier et lisser votre risque. Donc si on se concentrait sur une seule typologie d'opération, en fait, on exposerait aussi, on va dire, le portefeuille global de la première brique à des risques de marché sur cette typologie d'opération. Donc nous, on travaille sur plein de types de projets, à partir du moment, encore une fois, ils répondent à nos standards de qualité. Et justement, on trouve ça assez riche de pouvoir proposer une grande diversité de projets, que ce soit point de vue géographique, encore une fois, aux typologies, durée d'opération. Donc, on n'a pas prévu de concentrer nos efforts. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne fait pas de publicité, on n'a pas de commercial, on ne fait pas de démarchage en fait au sein de l'entreprise. Il n'y a personne qui a ce rôle-là. Donc, on travaille beaucoup sur les projets qui nous sont présentés. Et c'est une vraie richesse parce qu'en fait, on prend sur la matière qui nous est présentée et nous, on vient choisir avec nos regards et nos critères de qualité les opérations qu'on trouve légitimes ensuite à vous présenter sur la plateforme. On a une question sur si un des projets fait partie des 5% à risque, allons-nous être contactés? Alors oui, vous l'êtes déjà contacté pour le suivi de tous les projets. Et en fait, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt dans le webinaire. On n'attend pas 2 semaines quand on a une info d'un porteur de projet ou quand on lance une action, par exemple avec un avocat ou autre. On vous donne les informations en temps réel, même celles qui sont un peu difficiles à communiquer. Donc, si vous n'avez pas reçu d'informations aujourd'hui qui vous dit que la situation est un peu délicate, ben, c'est que les projets sur lesquels vous êtes se portent bien et prennent peut-être du retard. Et voilà, on est dans un contexte qui n'est pas évident, c'est comme ça. Donc oui, vous êtes informé en direct par mail et vous le serez demain avec les newsletters de suivi sur chacun de vos projets. La bonne nouvelle, tiens d'ailleurs, pendant qu'on en parle, c'est que sur la plateforme, vous aurez donc, comme on vous le disait, un nouveau tableau de bord. Ce nouveau tableau de bord, il va intégrer vos projets par typologie. Donc vous aurez la vision projet de marchand de biens, projet de promotion, projet de ligne de trésorerie, type de financement. Et vous aurez également le statut de vos projets. Donc les projets qui sont en cours, clôturés, financés, remboursés et en retard. Donc vous pourrez vraiment, on joue vraiment la carte de la transparence à fond parce que on croit que c'est important et qu'en fait, on croit que c'est important. Voilà, c'est ça. On croit que c'est important. Et donc, vous aurez une vision directe sur vos projets qui sont en retard. Je vois un élément qui est important sur sur le fait qu'il y a eu, c'est arrivé à ma connaissance 2 fois, des éléments dans les plaquettes qui avaient changé entre le moment où on a annoncé le projet, donc la newsletter, et le moment où il y a eu la collecte. Donc on n'a jamais changé les éléments bien sûr après la collecte. C'était simplement c'est des erreurs de plume, c'était des erreurs sur les montants par exemple. Je me souviens, il y avait une erreur sur une étude de marché où la ligne sur le tableau Excel de l'étude de marché était pas bonne. Donc ça, c'est justement des éléments qui nous avaient été remontés par nos investisseurs. C'est pour ça qu'on a besoin aussi, quand vous voyez des éléments comme ça, de nous les faire remonter. Et donc, on avait chargé une nouvelle version sur la plateforme. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on charge un nouveau document, il y a le jour et l'heure de chargement du document. Donc, c'est pas fait, en fait, encore une fois, pour cacher une erreur sous le tapis. Pas du tout. Et voilà, c'était vraiment quand il y avait des erreurs manifestes, en fait, d'informations dans les plaquettes. Ça arrive, on fait en sorte que les documents soient le plus parfait possible. Malheureusement, parfois, il y a des éléments qui sont des erreurs là-dessus. Donc quand on reprend un document, c'est simplement pour reprendre une erreur de plume à ce niveau-là. Alors, on a une question sur le prélèvement, si ça interviendra plusieurs semaines après la collecte ou directement après la collecte. Notre volonté, c'est que ça intervienne directement après la collecte, en tout cas après la fin du délai de rétractation, parce qu'on ne va pas vous prélever si vous êtes encore sur le délai de rétractation. Mais on est un petit peu tributaire des banques sur ces sujets-là et notre prestataire de services de paiement. De notre côté, on va tout faire pour que ce soit le plus rapide possible, parce que notre intérêt, c'est que, et on le fait déjà, hein, il y ait le moins de latence possible entre le moment où vous signez votre papier, et donc vous mettez à disposition votre argent, et le moment où vos intérêts commencent à courir. On est sur moins d'une semaine sur la majorité de nos projets, et l'idée, c'est qu'on reste sur cette tendance-là. Alors, il y a une question sur comment c'est-vous du fait que certains professionnels passent d'une plateforme à une autre un peu pour se cacher nouvelles poissons. Alors, c'est vrai. Nous, on est très très attentifs. Ça fait partie des éléments centraux de nos audits quand on analyse l'aspect concernant un opérateur. C'est regarder son historique en crowdfunding, sa réputation notamment sur Internet et dans tous les forums, on va dire, et les lieux de discussion du crowdfunding. Et on échange aussi, bien sûr, avec d'autres plateformes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un petit univers, hein, donc les gens parlent aussi entre eux.
Donc il y a des acteurs, par exemple, nous on a vu débarquer des gens et on sait que c'est parce qu'ils ont eu des pratiques avec d'autres plateformes qui étaient pas forcément bonnes, même qui étaient carrément très mauvaises, hein, disons-le. Ces gens-là, on ferme la porte d'entrée, on cherche même pas à étudier les dossiers. Et généralement, on le voit venir, c'est-à-dire qu'il y a des gens où on sait on voit des acteurs qui vont collecter sur plein de plateformes et puis on se dit, ah, ben, un jour, dans pas longtemps, on va recevoir un mail de cet acteur-là pour nous demander également des fonds. Donc ça fait partie bien sûr de nos audits et on fait attention à ça pour éviter justement ce côté-là, pour éviter parce que oui, comme dans tout milieu, il y a des personnes qui sont pas forcément avec des pratiques exemplaires. À nous, par un audit de qualité, d'aller trouver en fait les véritables informations. Et encore une fois, s'il faut appeler une autre plateforme pour savoir comment ça s'est passé historiquement avec un porteur de projet, on n'hésite pas à le faire. Et lorsqu'on est sur un cas de personnes qui ont des sujets sur d'autres plateformes, type des retards ou autres, mais qu'on prend quand même la décision de les financer, on vous en parle dans les plaquettes. D'où l'importance qu'il y a de bien lire les plaquettes. Parce que dans ces plaquettes de présentation, on vous donne vraiment toutes les informations sur les projets. Alors, il y a Alexandre qui a posé une question et qui disait qu'il trouvait ça un peu dommage qu'on ne partage pas justement le montant en dessous duquel un investisseur n'était pas rentable pour l'associer après un brique lorsqu'il investissait sur la plateforme. On n'est pas d'accord, Alexandre. L'idée, c'est que si on a fait ça dès 1 euro, c'est pour que les gens puissent investir aussi selon leur capacité. Donc, si quelqu'un veut investir 20 euros sur tous les projets, Il n'a pas de complexe à avoir. et c'est super, et c'est pour ça qu'on a créé cette société, c'est pour ça qu'on a fait accessible dès 1 euro justement. Donc on refuse de faire ce calcul, et même si un jour, et on ne fera jamais ce calcul, mais même si un jour on le fait, on le partagera encore moins, parce que justement c'est l'idée de dire, investissez en fait avec vos moyens et comme vous voulez le faire, et donc il n'y a pas du tout de sujet là-dessus, vous êtes là pour investir dans les projets. Ça c'est une autre considération vraiment, donc on apprécie beaucoup le message d'Alexandre, mais là-dessus il y a vraiment pas de souci. Et puis, pour aller un tout petit peu plus loin sur l'aspect un peu philo, on parle de démocratiser l'investissement immobilier. Et en fait, la beauté de notre modèle, c'est que c'est parce qu'on a des personnes qui investissent à coût de 2000 euros dans tous les projets et d'autres qui investissent à coût de 500 euros, qu'on est très heureux de pouvoir permettre aujourd'hui à des personnes d'investir 1 euro, 5 euros, 3 euros. Et c'est très démocratique et ça nous plaît beaucoup. On a une question sur le fait qu'on avait parlé effectivement d'une soirée pour vous rencontrer. Oui, cette soirée, elle est toujours d'actualité. Elle est tellement d'actualité qu'elle est demain Demain soir soir. d'ailleurs. C'est demain soir, c'est organisé. Alors du coup, bien évidemment, Ce ne sera pas dans nos locaux. c'est pas dans le locaux. Et pour des raisons pratiques et autres, ça a été organisé bien sûr avec un système de places. On a communiqué là-dessus. C'est une grande première pour nous, en tout cas à cette échelle-là. On pense que ça sera un super moment et on sera sûrement ravis de renouveler l'expérience. Et sur la même veine, on voit aussi une question sur le fait de savoir s'il y aura d'autres webinaires à l'avenir. Ça fait partie des éléments sur lesquels on réfléchit. Effectivement, l'idée, en fait, encore une fois, c'est d'essayer au maximum de pouvoir partager avec vous, échanger avec vous. On n'a pas envie, parce qu'on n'a jamais, vous l'avez remarqué, on n'a jamais une communication agressive, parce que c'est pas notre volonté ou de se mettre trop en avant et autres. On est disponible, mais on n'a pas forcément envie de s'imposer. Et puis on est les premiers à supprimer des wagons de spam ou de communication tous les jours, donc on n'a pas envie de vous imposer ça. On communique avec vous que quand on a des choses intéressantes à dire. Voilà, donc du coup les webinaires on y réfléchit et on est en train de réfléchir à la fréquence parce que l'idée c'est d'avoir aussi du contenu à vous partager, d'avoir un moment qui soit pertinent. On a un élément sur effectivement les pénalités de retard qu'on applique. Oui, nous on applique les pénalités de retard. Alors ça, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des cas, c'est pas forcément très bien perçu par l'opérateur, mais c'est comme ça, c'est le jeu aussi, hein. Il est au courant, c'était contractuel, rien n'était caché là-dessus. Pour nous, c'est important de l'appliquer. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'était écrit et c'était le deal de départ. C'est arrivé dans l'histoire des projets que l'on sollicite les investisseurs pour faire annuler ces pénalités entre guillemets. Je pense notamment à un marchand de biens qui était passé par nous, qui avait eu un très grave problème de santé qui l'avait malheureusement empêché de travailler pendant plusieurs mois. On avait sollicité les investisseurs pour bien vouloir en fait annuler les pénalités, donc les intérêts avaient continué à courir sur la durée totale, bien sûr jusqu'à complet remboursement, mais on avait annulé les pénalités. Mais encore une fois, on vous avait demandé votre avis avec un système de vote, avec des majorités très claires. On part du principe qu'on n'est pas là pour prendre ce genre de décision à votre place. C'est aussi ça le principe d'une communauté, c'est aussi d'avoir votre avis. Et donc oui, pour nous, c'est important d'appliquer les pénalités. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains opérateurs qui ont tendance à des fois avoir une vision du temps un petit peu différente de la nôtre. Et du coup, c'est aussi un moyen pour nous de montrer qu'on est là, qu'on lâche pas.
et qu'on n'attend pas des mois avant d'appliquer des éléments concrets pour faire avancer les choses. On a une question sur les remboursements précoces. Alors, on n'a pas de remboursement précoce chez nous. On a des remboursements sur la durée minimale. Et en fait, l'idée, c'est que le porteur de projet prend l'engagement de verser à minima les intérêts qui correspondent à la durée minimale. On vous incite vraiment à lire les plaquettes projet parce que cette information, elle est dans la plaquette projet. Quand on a une durée minimale d'un mois avec 100% de précommercialisation, en général, ça veut dire que la personne a déjà une date chez le notaire et et ça on vous le dit aussi, et que ça va se boucler très très vite. C'est vraiment des informations que vous avez et nous, on respecte notre engagement vis-à-vis du porteur de projet et on respecte notre engagement vis-à-vis de vous. On respecte notre engagement vis-à-vis du porteur de projet parce que on lui a dit bah, tu payeras 1 mois d'intérêt si dans 1 mois tu peux rembourser. Et vous, on respecte notre engagement parce qu'on vous donne toutes les informations pour investir. C'est un projet qui dure 1 mois, on a plein d'investisseurs qui en sont friands parce que finalement c'est hyper sécurisant. C'est un mois pendant lequel votre cash c'est ultra liquide, pour le dire plus simplement. Et effectivement, on a eu un projet il n'y a pas très longtemps, le Windsor, pour pas le nommer. On a eu beaucoup de retours. On était surpris d'avoir autant de retours de gens qui trouvaient que le taux final était très faible. Et en fait, encore une fois, on avait expliqué que c'était pré-commercialisé, qu'il y avait les accords de financement ou les achats comptants, donc sans banque. Et il y avait une durée minimale encore une fois de 1 mois, c'est présenté purement dans la plaquette. Et ça, pareil, c'était vraiment pas encore une fois poser des questions parce que l'idée c'est qu'il n'y ait pas de côté déceptif entre guillemets parce que vous soyez passé à côté d'une information en fait sur laquelle on n'a pas de difficulté là-dessus. Je vois une question sur le nombre de projets moyens proposés dans les prochains mois. On en a à peu près aucune idée, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de force commerciale, on n'a pas de développement commercial. Donc on travaille sur les projets qui nous arrivent. Donc ça varie pas mal de mois en mois. Pour ce qu'on voit, on est sur une moyenne entre 15 et 20 dossiers par mois, une moyenne plutôt autour de 20 dossiers par mois. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on est limité par des raisons humaines. On est une entreprise qui grandit petit à petit, mais on veut aussi pas griller les étapes. Donc, il faut aussi que nous, l'entreprise, puisse s'adapter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que faire 5 projets de plus par mois, en fait, au niveau de l'entreprise sur 1 an, c'est énorme. C'est des collaborateurs à recruter, à former. Donc, on le fait petit à petit. Mais encore une fois, on n'a pas d'objectif là-dessus. Et voilà, aujourd'hui, on a un rythme de croisière à peu près autour d'une vingtaine de projets par mois. Et l'idée, c'est de continuer sur ces bases-là. Le point important sur lequel Thomas s'est arrêté, c'est que on n'a pas de force commerciale, ni pour les investisseurs, ni pour les porteurs de projets. Et notre volonté, c'est vraiment de se concentrer sur la qualité des dossiers. Donc, toutes nos équipes sont là du côté investisseur pour répondre à vos questions, et rien d'autre, pas pour aller chercher des investisseurs, et du côté porteur de projet pour qualifier les dossiers et vous proposer des dossiers solides. C'est le seul critère de volume qu'on a. Quel est le nombre de dossiers solides qu'on a reçus de façon assez passive en fait, hein. C'est des dossiers qu'on reçoit qui nous sont apportés directement. Et c'est le seul critère. Donc on ne peut pas vous donner de réponse sur cet aspect-là. Je vois un petit message de Geoffrey qui dit qu'on a raison de ne pas communiquer notamment qu'on a une bonne communication et qu'on a raison de ne pas communiquer notamment sur les temps de collecte et les collectes très rapides. C'est effectivement quelque chose qu'on voit chez certains acteurs. En fait, l'idée, c'est encore une fois, c'est d'avoir des chiffres qui parlent par eux-mêmes, d'avoir une satisfaction utilisateur qui parle par eux-mêmes et qu'on n'ait pas besoin, nous, de mettre en avant le fait que tel projet soit clôturé en 30 secondes. Si c'est clôturé en 2 minutes, en 10 minutes, en 15 minutes, ça change rien, encore une fois, selon nous, à la qualité du projet. Et c'est aussi par respect pour nos serveurs qui sont parfois mis un peu à rude contribution sur les collectes, effectivement, qui partent vite. Et on en a eu encore une pas plus tard qu'aujourd'hui, qui a rassemblé beaucoup de monde. Et effectivement, l'idée, c'est on communique sur les éléments qui nous semblent pertinents de communiquer. Et en fait, il y a plein de choses où les temps de collecte, les gens voient que les projets se financent très vite chez nous. Ils le savent s'ils nous connaissent un petit peu, s'ils suivent sur la première brique. On part du principe qu'on n'a pas besoin de communiquer là-dessus. Ça apporte rien au projet qu'on présente, ça apporte rien à ce que l'entreprise veut véhiculer comme image. Et donc tout simplement, c'est du bon sens paysan, on va dire, de notre côté. Ah, ça c'est intéressant. Les horaires. Ah ouais. Alors les horaires, on les détermine. Il faut savoir qu'on a un système de groupe que la plupart d'entre vous connaissent. Ce système de groupe, il s'actualise, il se met à jour au moment où on va passer un projet en statut financé. Et
un projet, pour rentrer un petit peu dans le détail, il a plusieurs étapes. On va collecter, donc là il sera en cours, et quand il sera totalement collecté, c'est-à-dire qu'il y aura des intentions d'investissement pour le montant total de la collecte, il va passer en statut clôturé. Et du statut clôturé au statut financé, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on attend que tout le monde ait signé et payé ses souscriptions. Parce que l'idée, c'est que il faut que vous ayez le temps de lire les contrats, il faut que vous ayez le temps de... en fait, il faut le temps de lire les contrats pour signer, parce que c'est un acte d'investissement, c'est important, il faut que vous ayez le temps de vraiment prendre connaissance des choses. Donc à partir du moment où vous avez cliqué sur « Je confirme mon investissement », votre souscription est réservée, et puis vous pouvez prendre votre temps pour vraiment lire le contrat. Et donc ça peut prendre parfois un petit peu de temps, et donc c'est pour ça que... Et quand la personne ne signe pas son contrat, on revient à une nouvelle personne, on recrée une souscription, donc on annule la souscription et on fait dérouler la liste d'attente pour répondre à une autre personne qui posait la question. Et donc en fait, ça peut prendre un petit peu de temps et c'est la raison pour laquelle on essaye d'avoir 2-3 heures entre chaque projet pour être sûr que le premier projet de la journée soit clôturé avant de lancer un nouveau projet. Ça nous amène à des horaires qui sont parfois un petit peu compliqués pour ceux qui travaillent, on en a conscience. Encore plus compliqué pour ceux qui sont dans les îles. On a fait un impair sur le papillon, c'est que on l'a lancé à 10h, et à 10h pour les personnes qui étaient des locaux sur le papillon, ça faisait 4h du matin, je crois, on a eu un message dans ce sens. Effectivement, on va faire attention à mieux accorder nos violons, enfin à mieux viser la prochaine fois. Et n'hésitez pas, encore une fois, à nous faire vos retours, à nous dire, écoutez, moi, je trouve que ce serait top de faire les collectes à 19h, parce qu'à 19h, j'ai un peu plus de temps. Bon, 19h, il faut savoir que nous, on est aussi des êtres humains, et à 19h, il y a nos équipes. Ouais. Nos équipes, on aime qu'elles soient chez elles, qu'elles gèrent leur vie perso pour être en bonne santé. On avait pensé d'ailleurs une fois à faire une collecte, une soirée collecte, pour vous faire vivre avec en mode vue de l'intérieur comment ça se passe une collecte chez l'Après-Imbrique en soirée avec toute l'équipe et diffuser les vidéos de comment ça se passe pour faire vivre aussi un petit peu nous ce qu'on vit plusieurs fois par semaine à chaque collecte. Voilà, donc on a pas mal d'idées là-dessus, on est preneurs aussi des vôtres, et effectivement les horaires de collecte, ça a varié selon pas mal de critères. C'est aussi, on peut rebondir peut-être sur la question d'après d'Hervé qui fait remarquer qu'effectivement les collectes sont souvent le lundi, le mercredi et le vendredi. Il y aura-t-il des collectes le mardi et le jeudi? Alors en fait, on n'a pas de religion sur le sujet là, clairement. Ouais. C'est juste du pragmatisme. On les a placés comme ça, et je crois que les habitudes ont bon train en fait. On n'est pas contre le mardi et le jeudi. On aime bien aussi annoncer les projets en fait 48 heures minimum à l'avance. Donc en fait, si on veut jouer sur le délai de 48 heures x 3 sur la semaine, c'est lundi, mercredi, vendredi. Maintenant, il y a des semaines où on n'avait pas forcément de dossier, où ça nous arrivait, il y a plein de fois où on a fait des collectes les mardis et les jeudis. Les 48 heures à l'avance, pour en reparler, c'est important pour nous, parce que c'est important que vous ayez le temps de lire les plaquettes projet. On aura beaucoup insisté là-dessus, mais on vous envoie les plaquettes projet et on les publie sur le site 48 heures avant la collecte, de façon à ce que vous ayez vraiment le temps d'en prendre connaissance. Et donc, une autre question sur les horaires, on propose entre 12h30 et 20h30. On essaie de faire des collectes entre midi et 2 sur le temps du déjeuner. Pour le 20h30, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que par rapport à nos équipes, c'est un peu délicat. On pourrait imaginer de lancer une collecte. On pourrait faire les 3-8 chez la première brique. Oui, tout à fait. Voilà. Mais on pourrait imaginer aussi lancer une collecte effectivement en soirée, mais ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de personne à la relation investisseur qui serait là pour répondre aux éventuelles questions en quasi instantané. Donc ça nous pose un peu un problème. On va dire que pour les investisseurs aguerris, il n'y a pas de sujet parce qu'ils vont connaître, mais pour les gens qui ont besoin d'une assistance à ce moment-là, on n'aura pas d'humain pour leur répondre jusqu'au lendemain matin, ou peut-être sera trop tard et du coup ils seront passés à côté de l'investissement. Mais ça fait partie des choses qu'on peut tout à fait imaginer. Alors, on a une question de Nathan qui nous dit que qu'il n'a pas l'information de à quand démarrent les intérêts. Alors cette information, vous la trouvez dans la partie financement de la plaquette. C'est une petite partie rose et qui avec un tableau qui vous simule un investissement de 1000 € et le gain qui en découlerait sur la durée minimale, la durée maximale et la durée cible. Sur cette page de la fiche projet, vous avez la date de démarrage des intérêts. Date de démarrage qui peut bouger
Là, typiquement, sur certains projets où la collecte a duré plus longtemps que prévu, on a fait bouger la date de démarrage des intérêts, mais de quelques jours seulement, et on fait tout pour que ce soit moins d'une semaine après le moment où vous avez signé votre contrat. J'adore, on n'a pas de religion sur les jours de collecte. À choisir, je préfère les collectes le 20 du mois plutôt que le 19 du fait du débit différé. J'adore, franchement, bravo Guillaume. Ça, c'est l'optimisation jusqu'au bout, on adore. Il faut. Bon, bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. Vous êtes encore 144 avec nous. On est très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. On vous souhaite à tous une excellente soirée. On vous remercie de nous avoir suivis jusque-là et puis pour tout ce que vous faites au quotidien pour la première brique. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt, au revoir.